Dans cette vidéo de chapitre 33 de mes notes de cours, je résous une autre situation tirée de la section 2.3 du livre de Séguin sur le mouvement d'une particule, de particules chargées sous l'effet d'autres particules chargées. Il s'agit de la situation 2 intitulée un proton et une particule alpha qui vont se repousser et dont on peut lire le libellé à la page 161. Après avoir lu le problème et corrigé ma petite erreur de frappe, on va identifier nos données. Donc, on nous dit qu'un proton et une particule alpha sont initialement à 8 nanomètres l'un de l'autre. Donc, j'ai une particule qui est un proton. Un proton, sa charge, c'est plus E. Évidemment, je sais que je vais avoir besoin de sa charge. On est dans le domaine électrique. Et je l'ai identifié autrement ici. Q2, c'est une particule alpha. On peut retrouver quelque part dans les résumés qu'une particule alpha, sa charge, c'est 2 fois la charge d'un proton. On lisait qu'elles étaient initialement immobiles. Donc la vitesse initiale de cette première particule-là et de la deuxième particule sont toutes les deux à 0 mètres par seconde. Qu'elles sont à 8 nanomètres l'une de l'autre. Au besoin, on retrouve qu'est-ce que veut dire nano, 8 fois 10 à la moins 9 mètres. Et ça, c'est la position initiale. Parce qu'on va déterminer le module de la vitesse ils vont se repousser, ces deux particules positives, puis on va calculer le module de la vitesse qu'ils vont avoir à une très grande distance lorsqu'on va les lâcher. Donc, je cherche la vitesse finale de la particule du proton. On parle juste du proton, on ne s'intéresse pas à la vitesse de l'autre. Lorsqu'ils vont être à une très grande distance l'une de l'autre. Donc, j'ai appelé ça la distance infinie. Ma représentation sur le dessin, je vais avoir commencé par illustrer les charges, ainsi que leur position initiale l'une par rapport à l'autre. Par expérience, je m'attends à ce que le fait qu'il y en ait une qui soit plus grosse que l'autre, une particule alpha, c'est 4 fois la grosseur d'un proton. Quand je vais les lâcher, je m'attends à ce que la vitesse ne soit pas la même d'un côté et de l'autre. Donc, c'est pour ça que j'ai ma grosseur des particules, mais le problème serait tout aussi bon, même si les deux particules auraient été dessinées de la même grosseur. Je cherche la vitesse finale, donc ils vont se repousser. Ici, je vais avoir un vecteur vitesse finale dirigé vers la gauche, mais je ne connais pas encore sa longueur officiellement. Et ce que je considère comme la position finale à l'infini, évidemment, je ne peux pas me rendre jusqu'à l'infini, mais non, le dessin n'est donc pas à l'échelle, mais la cote R finale ici représente une distance infinie l'une de l'autre. Est-ce que j'ai toutes mes données? Les charges, la vitesse 0, on ne l'illustre pas, position initiale, vitesse finale, puis le R final. Je cherche comme point d'interrogation une vitesse finale. Encore une fois, je n'aurai pas une accélération constante. L'accélération va varier en fonction de la force électrique. Elle-même va varier en fonction des nouvelles positions des objets. Donc, je ne peux pas utiliser du MUA. Donc, la seule affaire qui peut me faire calculer des vitesses, c'est de passer par des principes de conservation d'énergie, de passer par la physique énergétique, si on veut, parce que je sais que je peux calculer une vitesse à partir de son énergie cinétique. Donc, un peu comme tout à l'heure, on va aller chercher au besoin la formule de l'énergie cinétique. Ça fait apparaître une vitesse. J'ai pas d'autre endroit que je pourrais faire apparaître une vitesse, surtout pas la vitesse de dérive des électrons dans un fil conducteur, c'est surtout pas approprié. Donc, il n'y a pas gros d'endroit dans le chapitre, dans la physique électrique, où on a la vitesse. Et, au contraire, j'utilise des équations de mécanique. Donc, je vais appliquer ça à ce que je cherche. Je cherche la vitesse finale, donc ça va être le K final. Et évidemment, les deux particules vont avoir de l'énergie, les deux particules vont être en mouvement. Je vais aussi avoir une vitesse de ce côté-là. Donc là, pour calculer la vitesse finale 1, je dois prendre l'énergie que possède la particule 1. 1/2, la particule 1, c'est un proton. Donc, j'ai utilisé la masse d'un proton, que j'avais rappelé ici aussi, que la masse de la particule 1, c'est un proton, mais ça aurait pu être accepté même si ça n'aurait pas apparu là. C'est pour ça que sur le dessin aussi, j'avais identifié M1. Utilisant des formules qui avaient le M, ça devenait comme un peu pertinent de parler de la masse de ces objets-là. Donc, j'ai écrit une équation, mais j'ai deux inconnus dedans. Et la deuxième inconnue qui m'est ajoutée, c'est elle qui vient me justifier de dire que je vais passer par le principe de conservation de l'énergie.
C'est sûr qu'il y a bien des physiciens qui auraient commencé immédiatement en appliquant le principe de conservation de l'énergie. Moi, j'aime mieux faire, je ne sais pas par quoi je commence, je cherche quelque chose qui fait apparaître mon point d'interrogation. J'applique ça, fait que là, il est vraiment en me montrant toutes les énergies possibles. Le cas final, attention, il y a deux objets qui possèdent de l'énergie. Donc, je vais avoir cas final 1 puis cas final 2. UG est négligé dans ce problème-là. Les masses sont bien trop petites pour avoir de l'importance versus les autres chiffres. Il n'y a pas de ressort. UE final égale à 0. Pourquoi? Parce que ma distance finale, c'est l'infini. C'est par définition. Cas initial, il n'y en avait pas. Il était immobile au départ. UG, c'est 0. UR, c'est 0. L'énergie électrique, initialement, il y en avait dans ce système-là, de la façon qu'il était assemblé. Et le travail, c'est 0. J'ai écrit une deuxième équation et j'ai rajouté deux nouvelles inconnues. Ben, il y a au moins quelque chose de facile que je peux faire, c'est de réappliquer le même principe pour l'autre énergie. C'est sur l'autre masse, donc il n'y a pas de problème à réutiliser le même concept. Je l'applique à cas final 2 cette fois-ci. C'est une demi. La masse de la deuxième, ben là, c'est pour ça que ça prenait la masse de la deuxième en tenir compte. Donc, c'est la masse 2, mais c'est la masse d'une particule alpha, c'est 4 fois la masse d'un proton. Donc, c'est 4 fois la masse que j'ai utilisée tout à l'heure. Fois vitesse finale 2, j'ai ma troisième équation, mais ça fait augmenter de une inconnue cette vitesse-là. On est à 3 équations, 5 inconnues. Il y a ça que je n'ai pas traité, fait que je vais pouvoir aller me chercher une équation. Puis ça fait appel au chapitre en cours à date. Hein, j'ai fait juste de la mécanique. Mais là, il y a au moins l'énergie dans un système de deux particules que je peux calculer. Donc, j'irai chercher la formule dans le chapitre 32, qui est probablement répétée dans le chapitre 33 quand on est en dessous du principe de conservation de l'énergie qu'il y a là. Et je vais l'appliquer à cette configuration-là. Donc, j'ai ma constante. Q1, ben, c'est la charge d'un proton. Q2, c'est la charge d'une particule alpha, qui est 2 fois la charge d'un proton, divisé par la distance qui était donnée. Donc, je viens d'écrire une quatrième équation et 5 inconnus. Et là, ben, je pourrais me demander qu'est-ce que je fais de plus. Les équations du MUA ne sont pas applicables. Je n'ai pas d'autre équation d'électricité qui fait apparaître vitesse finale. Là, il faut que j'aie un éclair, un moment de génie. Ben, pas tant de génie que ça, mais il faut que je pense qu'en mécanique, il y avait d'autres équations qui faisaient apparaître la vitesse. L'énergie la fait apparaître, mais aussi la conservation de la quantité de mouvement là, que j'avais mentionné dans le résumé, dans le vidéo sur le résumé. Donc, dans le résumé du chapitre 33, je parle de la conservation de l'énergie, les deux formes, mais à la deuxième page, je parle aussi de la conservation de la quantité de mouvement. Et dans la quantité de mouvement, c'était m fois v, la valeur de p, p étant la définition de la quantité de mouvement, ben, ça fait apparaître la vitesse. Je vais utiliser la forme qui est ici pour solutionner mon problème. Puis aussi, ben, je l'ai mis sur l'autre page, mais je devrais le changer de place. Je l'ai rajouté parce que j'ai été fouillé dans le chapitre 24 de mon ancien cours, mais j'aime pas ça les fouiller, fait que quand il reste de la place, j'aime ça. Ben, je vous rappelle la définition de la quantité de mouvement, le module de la quantité de mouvement, c'est P est égal à mv. Donc c'est ça qui fait apparaître une équation qui contient de la vitesse supplémentaire. De retour à mon problème, j'ai donc utilisé justement P est égal à mv pour faire apparaître des équations supplémentaires qui contenaient vitesse. Évidemment, c'est la quantité, je m'intéresse à la vitesse finale, donc c'est la quantité de mouvement final que je vais avoir. Je l'applique pour ma vitesse finale 1, donc la masse d'un proton fois la vitesse finale 1. Oui, ça me rajoute une équation, mais ça me rajoute aussi un inconnu. 5 équations, 6 inconnus, mais je peux l'appliquer une deuxième fois pour l'autre particule, qui va avoir aussi la quantité de mouvement. Ça va être 4 fois la masse de l'autre, fois la vitesse finale 2. J'ai rajouté une sixième équation, mais toujours une septième inconnue. Mais c'est là aussi que conservation de la quantité de mouvement. Donc, je peux utiliser le principe de conservation de la quantité de mouvement. Il y a bien des physiciens et des livres de physique qui auraient commencé directement par ça, mais moi, j'essaie de justifier en disant ben, c'est parce que je voulais des équations supplémentaires qui contenaient la vitesse. Et là, dans ce système-là, c'est quand même un système relativement simple. Il n'y a que deux objets. Il n'y avait pas de mouvement au départ, donc la quantité de mouvement initiale, c'était 0. Puis à la fin, puis on est juste selon un axe, hein, parce qu'on est supposé d'étudier ça toujours selon les axes, la quantité de mouvement, puis comme la somme des forces en X, somme des forces en Y, ben, la quantité de mouvement, on fait la somme des quantités de mouvement en X et en Y. Mais là, j'ai un problème à une dimension, donc théoriquement, il va se résoudre juste en faisant la somme des quantités de mouvement en X. En finale, ben, j'ai deux objets, donc j'avais le P final 1. P est égal à mv. M,
c'est une quantité scalaire, ça veut dire que là, le V n'est pas dessiné, mais si j'aurais dessiné, pas le V, mais le P n'est pas dessiné, mais si j'aurais dessiné le P est dans le même sens que le V, P est égal à MV, M c'est une quantité positive, un peu comme F est égal à MA, le vecteur F résultant et A résultant sont toujours dans le même sens. Bien, même chose, le vecteur P et le vecteur V résultant sont toujours dans le même sens. Puis même chose de l'autre côté ici, là, mon P serait dans le même sens que la vitesse finale. Fait que je ne les avais pas dessinés parce que dans le fond, j'allais chercher mon signe à partir de la vitesse. Elle, je sais qu'elle a une quantité de mouvement négative par rapport à l'axe des X. Et c'est là qu'il faudrait que je fasse apparaître mon axe des X quand je commence à traiter selon X, selon Y. Je pense que vous l'avez, vous autres, sur votre version. Il faudrait que je pense à la rajouter ici. Donc ça va avoir un signe négatif, puis ça va avoir un signe positif en termes de quantité de mouvement. Donc c'est pour ça que ici, j'ai mis moins la quantité de finale pour la particule 1, puis j'ai mis plus la quantité finale pour la particule 2. En initial, il n'y avait aucune particule qui possédait une quantité de mouvement, il était immobile, est égal à 0. Donc, ça me ramène ma septième équation à cet inconnu. Déjà, elle, tout ce qu'elle me fait me dire, c'est que la quantité finale d'une particule est égale à la quantité finale de l'autre. Donc, cette équation, cet inconnu, c'est résolvable. Donc, c'est un gros problème de mécanique avec une petite formule d'électrique au travers. Okay. Puis, j'ai pas fait le traitement mathématique. Là. On peut aller voir la calculatrice. J'ai triché un peu là, pour les pitonner plus rapidement puis éviter qu'ils me fournissent trop de solutions parce que quand il y a du carré, ça donne toujours deux solutions. Puis là, j'avais deux équations qui avaient du carré, là, les 1/2 mv carré. Fait que j'ai pris la racine des deux côtés du égal immédiatement pour éliminer quelques solutions. Puis aussi, à la fin, j'ai pas utilisé la... j'ai mis tout de suite que P final 1 est égal à P final 2 en écrivant immédiatement les résultats. Ça sauvait deux équations, là, puis ça me permettait de respecter mon maximum de 6 équations. Bon, ça c'est l'utilisation de la calculatrice, mais on voit que ça me retourne une vitesse finale qui est écrite ici, puis j'ai transcrit dans mon problème.